Bonjour à tous et toutes. Nous sommes donc réunis pour la dernière séance de ce webinaire sur les méthodes empiriques et sur ce mouvement empirique en droit. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Vincent Rivolier, qui a fait sa thèse à l'Université Jean Monnet de Saint-Étienne et qui est actuellement pardon, j'ai failli dire maîtresse de conférence, Vincent, parce que je ne fais que de le dire pour moi. Donc, pardon. Maître de conférence en droit privé à l'Université Savoie-Mont-Blanc et membre du Centre de recherche en droit Antoine Favre. Vincent travaille essentiellement sur deux domaines qui se sont dessinés au cours de sa carrière en termes de recherche, la réparation du dommage corporel, notamment dans une perspective comparative, et l'analyse des juridictions et des praticiens à travers donc des méthodes à la fois qualitatives, quantitatives et aussi de jurimétrie. Donc on te laissera éventuellement expliquer aussi l'ensemble de ces méthodes. L'ensemble du webinaire se retrouve en ligne sur le site du laboratoire CERDAP2 de l'Université Grenoble-Alpes Sciences Po Grenoble. Et nous avons le plaisir aussi de pouvoir publier l'ensemble de ces contributions à la RDP l'année prochaine, si vous voulez les retrouver aussi en support écrit. Et donc, je laisse la parole à Vincent Rivolier pour sa conférence sur les méthodes d'entretien auprès des praticiens du droit, quels usages des outils d'aide à la décision, quelles pratiques du règlement extrajudiciaire. Merci Vincent. Merci à toutes et tous pour votre accueil, pour ce séminaire qui me permet de présenter effectivement cette recherche qui a été menée dans le cadre de l'IERDJ, qui est devenu l'Institut Robert Badinter depuis, et qui s'est déroulé entre 2022 et 2025. Le rapport n'est pas encore disponible, mais il devrait l'être dans les jours ou semaines à venir. Le rapport s'intitule, alors je vais partager mon écran, les outils d'aide à la décision et les modes de règlement des différends en matière de dommages corporels, évolution des droits français et étrangers, c'est un point que je ne vais pas du tout aborder, et perception des avocats français que je vais aborder bien davantage. Euh, le questionnement de ce rapport, donc, alors, ce rapport, je l'ai réalisé sur un financement de l'Institut Robert Badinter dans un laboratoire alors que j'étais en délégation CNRS au centre Max Weber, qui est un centre de sociologie à Lyon 2, l'ENS et l'Université Jean Monnet Saint-Étienne. Voilà, donc c'est dans ce cadre que je l'ai réalisé avec une équipe de recherche pluridisciplinaires, alors des juristes spécialistes de dommages corporels ou non spécialistes de dommages corporels, et puis des spécialistes de sciences sociales plutôt, hein, qui ont aidé sur les parties sociologiques. Voilà. L'objet de la recherche, c'était quels usages des outils d'aide à la décision et en quoi cela influence ou non le règlement extrajudiciaire. Euh, Et dans ce webinaire, je vais présenter essentiellement les enjeux méthodologiques, aussi quelques résultats et les limites des résultats. Et effectivement, le champ qui a été choisi, c'est celui du dommage corporel parce que j'en suis devenu spécialiste. Mais ça s'inscrit aussi à la suite d'autres projets de recherche qui avaient été menés plutôt sur les outils d'aide à la décision, notamment auprès des magistrats qui avaient été effectués sous la direction notamment d'Isabelle Saint, ou avec une méthode un peu similaire, mais auprès de magistrats et non pas auprès d'avocats. Et donc, c'est un peu la suite, alors sur des problématiques un peu différentes, parce que les magistrats ne sont pas du tout concernés par le règlement extra-juridictionnel. Par hypothèse, ils ne voient que le règlement juridictionnel, enfin en tout cas très largement, surtout en matière de dommages corporels, où le règlement extra-juridictionnel est vraiment extra-juridictionnel. On passe par des modes de transaction, pas par... Il y a très peu on va dire, d'homologation. Dans certains mécanismes, c'est prévu, mais c'est assez rare. Le contexte est celui d'une forme de promotion du règlement extra-juridictionnel par les pouvoirs publics, qui y voient souvent un mode de réponse à l'encombrement des juridictions. Et parmi les modes de promotion, les mécanismes pour promouvoir ce règlement extra-juridictionnel, on a vu certains textes promouvoir des outils d'aide à la décision, des référentiels, des barèmes indicatifs, comme des facilitateurs du règlement extra-juridictionnel. Il y a eu plusieurs initiatives des pouvoirs publics en la matière. Ça a été le cas il y a peut-être pas loin d'une dizaine d'années désormais en matière de pension alimentaire en cas de séparation des parents
pour l'entretien et l'éducation des enfants, où on a un barème officiel indicatif. Les juges ne sont pas liés par celui-ci, mais il existe, il est publié par le ministère de la Justice. On a un barème qui est officiel, enfin, qui est devenu officiel et qui est devenu un peu plus tardivement obligatoire en matière de droit du travail, notamment en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Et puis se pose la question des barèmes et plus largement des outils d'aide à la décision en matière de droit du dommage corporel. Et plusieurs projets de réforme du droit de la responsabilité civile, portés par le gouvernement ou quelques propositions parlementaires également, ont proposé d'officialiser un certain nombre de barèmes ou de référentiels, ou en tout cas d'outils d'aide à la décision, en la matière et dans le but explicite de faciliter le règlement extra-juridictionnel des litiges. Alors, le projet de réforme de la responsabilité civile est complètement abandonné, enfin, en tout cas au point mort. Et puis il y a eu un autre projet qui s'est appelé Data Juste, qui était une analyse à grande ampleur menée par le ministère de la Justice des décisions de justice du fond en matière de règlement, enfin, en matière de dommages corporels et qui avait pour but d'aboutir à un référentiel, à un outil qui ça a toujours été très flou et le projet a fait long feu de toute façon. Il était mené entre 2020 et 2022, mais ça explique bien le contexte, voilà, où les outils d'aide à la décision sont perçus comme des choses qui facilitent le règlement extrajuridictionnel. Ah oui, pardon, j'ai oublié de rouler la slide. L'objet de la recherche est donc celui-ci. Quels sont les déterminants de l'orientation amiable ou contentieuse d'un règlement de litige en matière de dommages corporels? Et parmi ces déterminants, quelle est la place des outils d'aide à la décision? Euh, et pour cela, nous avons mis en œuvre, alors, le rapport, il y a deux grandes parties, enfin, il y a trois grandes parties, mais à part une partie un peu plus introductive, il y a un- une partie sur de comparaison avec des droits étrangers, mais je ne vais pas du tout revenir dessus durant ce séminaire. Et c'est surtout la dernière partie qui va m'intéresser, qui sont les entretiens semi-directifs menés auprès des avocats de victimes et de débiteurs en tout cas d'avocats et d'avocates investis dans ce domaine du droit. Euh, et donc, le questionnement, c'était les déterminants de manière générale de l'orientation du règlement des litiges, avec un focus sur les outils de la décision là-dedans. Alors, peut-être, je ne connais pas votre familiarité avec le droit du dommage corporel, donc je vais faire quelques rappels pour vous présenter un peu les choses. Je ne vais pas faire un cours approfondi de droit du dommage corporel, mais juste pour que vous puissiez un peu comprendre les choses. Alors, le litige, on va dire, en matière de droit du dommage corporel, il oppose des parties qui sont un demandeur, qui est une victime ou des ayants droit d'une victime qui a été blessée ou qui est décédée, et des défendeurs qui sont des défendeurs généralement institutionnels. Ce sont des assureurs ou des fonds d'indemnisation, le plus souvent qui sont en cause. Euh, et c'est important de le voir parce que ça fait une forme d'inégalité entre les victimes. On a un acteur qui est un joueur occasionnel pour prendre les termes de sociologie et un défendeur qui est un acteur institutionnel, un joueur récurrent. Euh, le règlement extra-juridictionnel, il existe depuis tout le temps, depuis toujours. Enfin, depuis toujours. La transaction a toujours été autorisée comme mécanisme en la matière. C'est pas comme, par exemple, en matière de droit de la famille, où on a développé en matière de divorce, par exemple, le divorce extra-juridictionnel. Non, ça a toujours existé. La transaction a toujours existé. Mais il y a depuis alors, une bonne quarantaine d'années des mécanismes incitatifs euh, au règlement extrajudiciaire qui sont des mécanismes incitatifs sectoriels. C'est pas le droit du dommage corporel à la réparation des blessures d'une manière générale, c'est en matière d'accident de la circulation, c'est le premier mécanisme qui a été créé, c'est la loi de 1985, la loi Badinter, qui crée un mécanisme d'offre obligatoire, c'est-à-dire que le débiteur de l'obligation de réparation, l'assureur, a l'obligation de faire une offre d'indemnisation auprès de la victime. C'est sûr, alors que procéduralement, c'est la victime qui devrait être demandeur. On fait peser l'initiative, on va dire, du règlement sur le débiteur. Et ça, c'est en matière d'accident de la circulation. On a eu des choses un peu équivalentes en matière d'accidents médicaux depuis 2002. Qui fonctionnent un peu moins bien, il faut bien dire ce qui est. Et puis, il y a d'autres mécanismes dans différents domaines incitatifs, on va dire, euh,
aux règlements extra-juridictionnels. Je ne vais pas revenir sur tous parce qu'ils sont assez nombreux et quelquefois hyper spécialisés. Et aussi l'existence d'organismes parajuridictionnels qui vont essayer de faciliter la rencontre des points de vue. Quand le règlement est contentieux, les juridictions sont assez multiples. Euh, Quand on a un litige civil, il y a en théorie une compétence exclusive du tribunal judiciaire, mais avec tellement d'exceptions que la règle n'est pas forcément celle-ci, puisque ça peut être les juridictions pénales également, pour la partie civile qui statue. Il y a une juridiction spécifique en matière pour les victimes d'infraction qui s'appelle la Commission d'indemnisation des victimes d'infraction. Il y a le juge administratif qui peut être concerné pour les dommages de travaux publics ou pour la responsabilité médicale. Voilà, il y a de nombreuses juridictions possibles, donc il y a une forme d'éclatement du contentieux. Euh, pour ce qui est des outils d'aide à la décision qui sont présents, pour les outils d'aide à la décision qui sont présents, alors j'en ai listé 5. Et ce qui est intéressant, c'est que il y a 5 catégories d'outils euh, qui ont des rôles différents, mais pour une même catégorie d'outils, quelquefois on a des outils qui sont en concurrence, c'est-à-dire qu'on aura plusieurs outils qui ont le même objet, et d'autres qui sont uniques. Le premier qui est unique, c'est la nomenclature des préjudices, qui depuis 2006-2007, on applique une nomenclature qu'on appelle la nomenclature d'Antillac, qui est issue d'un rapport rendu en 2005 et qui est appliquée par la jurisprudence de la Cour de cassation. Donc en plus, on a une force normative qui est jurisprudentielle, alors qui n'est pas la nomenclature en tant que telle, mais chacune des définitions proposées par la nomenclature est reprise par la jurisprudence qui les a un peu fait évoluer, mais qui est largement celle-ci. Et donc c'est un outil qui vient définir une liste de postes de préjudice. En cas d'atteinte de blessure corporelle ou d'atteinte à l'intégrité physique et psychique, comme on dit, il y a une liste de préjudices patrimoniaux, extra-patrimoniaux, avant consolidation, après consolidation. Je ne vais pas vous faire la liste, mais voilà, qui vient définir des postes de préjudice. Cette nomenclature, elle a pas toujours été appliquée par le juge administratif, mais désormais elle l'est. Donc on peut considérer que c'est un outil unique. Elle est peu concurrencée. Il n'y a pas vraiment d'autres nomenclatures. Mais avec cette nomenclature, il y a d'autres outils, parce que cette nomenclature, elle ne fait que donner des définitions. Elle ne donne pas de résultats chiffrés. Elle n'est qu'un tout petit bout du processus indemnitaire. Les autres outils qui existent, d'abord, il y a ce qu'on appelle la mission d'expertise. C'est ce que le juge va demander à un expert médical, qui suit plus ou moins la nomenclature des préjudices, mais il y a différents modèles, différentes interprétations des postes de préjudice. J'en ai mis 3. 3 modèles de mission d'expertise qui sont des modèles et le juge peut de toute façon les personnaliser. Voilà, qui sont des modèles pour les deux premiers, qui sont des modèles en fait par des acteurs impliqués, hein. La REDOC et la NADOC, qui sont en fait des associations professionnelles, côté assureur pour la première, côté avocat de victime pour la deuxième. Et puis un modèle juridictionnel qui est le modèle Mornet. Euh, on a également des barèmes médico-légaux qui sont ici pour donner une cotation, c'est-à-dire qu'ils vont dire que telle blessure de tel organe équivaut à X% d'incapacité. On a aussi 2 outils qui existent. Euh, des référentiels d'indemnisation, c'est ceux sur lesquels peut-être la recherche a davantage porté, même si ce n'était pas très explicite. C'est ici, pour chaque poste de préjudice, on va dire comment calculer le montant indemnitaire, soit par une méthode de calcul, soit par des fourchettes ou des montants indemnitaires suggérés. Et ici, j'en ai mis 3 outils principaux. Le référentiel qui est utilisé par les juridictions judiciaires, principalement, qui est officieux, mais qui est par un magistrat judiciaire et qui est quasiment monopolistique devant les juridictions judiciaires, qui est le référentiel Mornay. Le référentiel des fonds d'indemnisation, ensuite, de l'ONIAM, qui est un fonds d'indemnisation qui est appliqué peut-être un peu moins aujourd'hui qu'hier par les juges administratifs, le Fonds de garantie des victimes du terrorisme, je dis, qui a produit son propre référentiel. Il y a aussi là des outils un peu algorithmiques qui peuvent exister ou être proposés. C'est ici que tout l'enjeu se porte parce que les référentiels ont des méthodes de calcul différentes et des résultats chiffrés assez différents. Et puis, il y a une dernière catégorie d'outils qui complètent les référentiels d'indemnisation, qui sont des barèmes de capitalisation. Alors, pour faire très simplement,
La capitalisation, c'est l'opération qui consiste à convertir une rente indemnitaire. Voilà, on estime que le préjudice, il est de 1 000 euros par mois et on va le convertir en capital pour éviter d'ordonner au débiteur de verser 1 000 euros sur sa vie entière à la victime ou pour un temps déterminé. On va convertir cela en capital et il y a des barèmes de capitalisation qui existent qui permettent cette conversion qui sont... Voilà. Donc, tous ces outils sont officieux. À l'exception de la nomenclature, ils sont tous en concurrence. Il y a toujours plusieurs outils qui existent avec le même objet. Ça, c'était pour voilà, une brève présentation des outils d'aide à la décision en matière de match corporel. Aucun de ces outils n'a une force juridique absolue. Ils sont tous indicatifs. Et le seul sur lequel il existe un contrôle de cassation, c'est les préjudices, la nomenclature des préjudices. Les autres sont vraiment dans l'infradroit, si on veut. C'est des outils officieux qu'il est peu recommandé de citer pour un juge dans une décision de justice. Euh, voilà. Euh, et sur lesquels il n'y a pas de contrôle centralisé, on va dire, d'utilisation. Alors, pour revenir sur quelques éléments théoriques, pour quelques éléments du cadre théorique de la recherche. D'abord, j'aime à décomposer les étapes du raisonnement qui font que d'un outil d'aide à la décision ou d'un barème, on arrive à faciliter le règlement extrajuridictionnel. Si on veut un peu distinguer. Déjà, ces outils sont des outils d'aide à la décision. C'est pas un outil de prévision de la décision. Il y a entre aider le décideur à prendre une décision et prédire la décision, il y a une marche intellectuelle qui existe, un référentiel qui est destiné à des magistrats initialement. Euh, il a un cadre d'application et les magistrats sont libres de s'en détacher. Et si on en fait un outil de prévision de la décision, on exclut quasiment, de facto, toutes les décisions hors du cadre dans lequel les magistrats ont volontairement ou involontairement pris la décision de s'en écarter. Et ensuite, le deuxième, on va dire, saut intellectuel qui est fait, c'est que d'une décision qui est plus prévisible, cela faciliterait le recours à la transaction. Euh, Est-ce que vraiment rendre une décision plus prévisible, ça facilite la transaction? C'est pas du tout univoque comme effet. Et là, j'ai cité la littérature en matière d'économie des conflits qui a été utilisée euh, et qui n'est pas univoque, qui en fait différencie différents modèles. Euh, un modèle dit optimiste ou stratégique qui considère que le recours à la voie contentieuse, au règlement juridictionnel, est un problème d'information, un excès d'optimisme de la part de certaines parties, ou le fait de détenir des informations décisives à l'égard de l'autre, et cela conduirait, cette inégalité conduirait euh, à un règlement juridictionnel. Et le fait de compenser cette inégalité par des outils d'aide à la décision ou des outils de prévision de la décision viendrait faciliter le règlement extrajuridictionnel, puisque les parties, il y aurait moins de déséquilibre dans l'information dont disposent les parties. En revanche, on a d'autres modèles en économie des conflits d'aversion au risque qui supposent que euh, euh, qui suppose une aversion au risque de la part des parties sur l'issue au procès. On transigerait parce qu'on aurait peur du résultat du procès et on préférait un résultat certain, immédiat, quitte pour ne pas subir l'aléa judiciaire. Et donc la prévisibilité ici renforcerait le recours au contentieux, puisque si on a un outil qui rend la décision plus prévisible, le risque, l'aléa judiciaire diminue. Et donc, on est moins incité à transiger. Et en fait, quand on raisonne en matière de réparation d'une image corporelle, on trouve exactement les mêmes réflexions. Et c'est drôle parce que dans les entretiens qu'on a réalisés, on a trouvé des réflexions qui peuvent complètement se rattacher à à un des modèles ou à l'autre des modèles. D'un certain côté, les référentiels d'indemnisation constituent, sur certains aspects, des minimums. On sait que si on va devant une juridiction, c'est un peu le minimum qu'on va obtenir. Donc, ça faciliterait plutôt le recours au contentieux. C'est-à-dire que bon, le risque
contentieux est finalement limité. Si je vais au contentieux, que je refuse l'offre qui m'est faite, je sais qu'au minimum, j'aurai ça. Et je peux espérer avoir mieux. Mais à l'inverse, le référentiel peut réguler un peu les demandes, les rendre un peu plus sages. La victime qui prétendrait obtenir 10 millions d'euros alors que le référentiel prévoit 100 000 euros, peut-être qu'elle acceptera plus facilement une transaction autour de ce que prévoit le référentiel. Voilà. Donc ça, c'est pour les modèles théoriques qui n'ont pas de réponse. Enfin, il y a deux modèles théoriques qui ont pas vraiment de réponse en économie des conflits. On retrouve un peu... Ah oui, pardon, j'avais oublié. Voilà. Euh, euh, voilà, donc ça, c'est les deux modèles optimistes et d'aversion au risque qui existent. Euh, et cette question de la maîtrise de l'information sur les risques judiciaires, sur l'aléa judiciaire, on le retrouve dans un modèle qui est plutôt issu de la sociologie du droit et qui est l'opposition assez connue et qui est issue de Galanter, pardon, sur l'opposition entre les joueurs récurrents et les joueurs occasionnels, où il distingue sur les acteurs devant les juridictions deux types de joueurs, des joueurs récurrents qui ont l'habitude d'aller devant les juridictions. Et ici, c'est clairement les débiteurs d'indemnisation, qui sont des assureurs, des fonds d'indemnisation, dont le métier est de réparer le dommage corporel et pour qui aller devant les juridictions, c'est une modalité comme une autre. Et des joueurs occasionnels, des victimes pour lesquelles il y a un enjeu intime et personnel, qui n'ont aucune connaissance du domaine et qui sont beaucoup plus dépendants aux conseils qui peuvent leur être procurés. Alors que les joueurs récurrents, eux, peuvent avoir des stratégies construites et délibérées. Ils ont une rationalité dans l'action qui est plus grande. Euh, voilà, on retrouve clairement cette opposition en matière de réparation du dommage corporel, où on a des victimes qui sont des joueurs occasionnels et des joueurs récurrents qui sont les débiteurs d'indemnisation. Alors, pour ce qui est à présent d'un bref, on va dire, état des connaissances sur la question des outils d'aide à la décision et la question du règlement extrajuridictionnel en matière de dommages corporels. Alors, il y avait des études sur les outils d'aide à la décision qui ont été menées, soit par des méthodes d'entretien auprès de magistrats, par exemple, oui, je vais mettre les références à gauche, soit dans des éditions de justice, soit quelques-unes auprès d'autres praticiens, mais ici, c'était des études sur des outils d'aide à la décision, sans forcément faire le lien avec le règlement extrajuridictionnel, d'autant plus qu'on prend les magistrats, ça n'a pas de sens. Enfin, on ne va pas demander à un magistrat ce qu'il pense du règlement extrajuridictionnel, c'est pas lui qui est en charge de ça. Et dans l'édition de justice, c'est la même chose, on ne perçoit que ce qui est juridictionnel, mais ça permettait d'identifier quand même l'usage des outils d'aide à la décision par les magistrats et dans l'édition de justice. Euh, on a perçu que chez les magistrats, le recours aux outils de l'addition est largement diffusé. Et l'usage de ces outils est d'autant plus servile que le magistrat est peu spécialiste du domaine. C'est-à-dire que le magistrat qui est très spécialiste, qui va faire 100% de dommages corporels dans son activité, il va arriver à se défaire des outils. En revanche, un magistrat qui connaît les outils et qui fait 5% de son activité en réparation de dommages corporels, il va beaucoup se fier aux outils. Voilà. Dans l'édition de justice, on est arrivé à vraiment retracer les offres et les résultats par rapport aux outils. On voit vraiment l'influence des outils. Alors, c'est pas explicite parce que la Cour de cassation ne le permet pas, mais on voit vraiment le lien entre les outils de l'édition et les montants soit demandés, soit les montants obtenus. Et puis, on avait mené quelques outils auprès des autres praticiens sur cette question. Et puis, il y a eu d'autres études, mais c'est pas forcément les mêmes, sur la question de l'orientation transactionnelle et juridictionnelle en matière de dommages corporels. Et ici, les études qui avaient été menées étaient menées uniquement en matière d'accident de la circulation, parce que la loi de 1985 prévoit la tenue de tableaux, de statistiques, on va dire, sur le règlement des différends à la suite d'un accident de la circulation qui a causé des dommages corporels. Et il y a des statistiques donc sur un temps assez long, hein, puisque depuis 1985, ces statistiques existent. Alors, je crois qu'au début, elles n'étaient pas numérisées, mais elles le sont depuis assez longtemps. Et c'est finalement le seul domaine dans lequel on a des données empiriques qui existent, alors qui sont des données empiriques d'assez mauvaise qualité pour ce qui est de la base publique.
Et il y a eu deux études principales qui ont été menées. Une qui a été menée par Evelyne Serverin en 1997 sur des données de 1994, donc c'est une étude assez ancienne, et qui avait eu un accès direct au dossier des assureurs. Ça, c'était vraiment exceptionnel avec dans les archives des assureurs. Et puis une étude basée là uniquement sur les statistiques officielles, qui est dans le cadre d'une thèse en économie, euh, sur cette question. Et ce qui ressort de ces deux études, d'une part, c'est que les transactions, le taux de transaction diminue avec la gravité du dommage. Plus le dommage est grave, moins il y a de transactions. Et quand un dommage est plus faible, on va plus facilement transiger. Il y a quelques effets sur l'âge et le genre de la victime qui influencent le taux de transaction. Il y a aussi des variations géographiques assez importantes parce que la deuxième étude a bien identifié qu'il y a des régions où les montants sont plus élevés en transactionnel et c'est des endroits où le taux de transaction est plus élevé. Et puis, et ça c'est plutôt la première étude qui l'a bien relevé, qui a bien montré que, en fait, il peut y avoir des allers-retours entre le judiciaire et le transactionnel. C'est pas, il y a certaines étapes qui peuvent être judiciaires et puis finalement aboutir à un règlement transactionnel. On peut faire une expertise judiciaire et puis transiger sur les postes de préjudice. Il peut y avoir une action pénale, par exemple, contre l'auteur, et puis l'assureur de l'auteur qui est tenu va transiger. Donc il y aura une condamnation pénale, mais sur la réparation, ce sera une transaction civile. Voilà. Donc les phases peuvent se mener, c'est pas forcément tout extrajudiciaire ou tout judiciaire. Voilà. Je vais voilà, donc ça c'était pour une sorte d'introduction de mon étude. Je vais présenter ensuite la méthodologie que j'ai mise en œuvre et après quelques résultats de la recherche. Sur la méthodologie qui a été mise en œuvre, c'est poser la question de où rechercher, auprès de qui rechercher des informations sur ces questions. Euh, alors, le mieux aurait été une question d'usage des outils par les débiteurs, les assureurs, les fonds d'indemnisation. Alors, les données sont verrouillées. Aujourd'hui, sont verrouillées. Ça n'a pas toujours été le cas, mais aujourd'hui, elles sont complètement verrouillées. Les données sont pas exploitables de manière fine, celles qui sont sur la loi de 85, c'est ça la GIRA, c'est les données issues de la loi de 1985 qui sont pas totalement exploitables. Et nous avons tenté une voie alternative qui était de faire des entretiens auprès des salariés des compagnies d'assurance ou des fonds d'indemnisation en les contactant directement sur les réseaux sociaux, sans passer par la voie hiérarchique. Et en fait, ça n'a pas abouti parce qu'on a toujours une réponse, oui, j'ai demandé à mon supérieur. Et puis, on n'a plus aucune. Voilà, pour vous dire, on a tenté d'en faire, on a fait un seul entretien. Donc, on l'a pas exploité. On l'a pas exploité. Voilà. Donc, le terrain, il n'est pas accessible. Il faut dire ce qui est. Euh, En revanche, l'usage des outils par les avocats est plus facilement, enfin, le terrain est plus facilement accessible. Il n'y avait pas de données sur la question qui existait au moment où on a fait la recherche. Et il y a aussi, on avait, avant de faire la recherche, une intuition, enfin, une perception des choses qui était assez intéressante, c'est-à-dire qu'on a des associations d'avocats de victimes très engagées et très anti-référentielles, anti-barème dans le discours. Mais on avait observé des décisions de justice et des demandes en justice qui sont largement structurées par les outils. Donc il y avait quand même une forme de... Voilà. Et puis on avait aussi quand même l'impression qu'il y avait des grandes variabilités de pratique d'un cabinet à l'autre. Des cabinets d'avocats qui font beaucoup de transactionnels et des cabinets d'avocats qui font beaucoup de juridictionnels. Donc c'est l'objet de la présente recherche. Et il y aurait certainement une autre recherche à mener pour vraiment comprendre les choses, c'est en fait passer par la victime. Mais là, il faudrait passer par des associations de victimes, c'est une autre recherche beaucoup plus large, mais est déjà lesquelles vont voir un avocat, parce que toutes ne vont pas voir un avocat. Même celles qui sont indemnisées en loi de 85, beaucoup sont indemnisées sans avocat, avec une transaction directe. Voilà. Mais l'avantage d'aller voir, de passer par les avocats, c'est que, alors, certes, on n'a pas les témoignages directs des victimes, mais ce sont des victimes qui sont posées la question du litige ou de la transaction. Ce sont forcément des victimes qui ont imaginé aller voir, sont allées voir un avocat, donc qui probablement ont compris qu'il y avait un enjeu litigieux. Parce que quelquefois, quand il y a une offre d'indemnisation de loi de 85, la victime, elle comprend pas, elle voit même pas en fait l'aspect litigieux. Elle voit ça comme une sorte de processus administratif, voilà.
Donc, c'était l'avantage, c'est qu'au moins, c'est des victimes qui se sont posées la question, enfin, en tout cas, des hypothèses dans lesquelles la question a été posée par la victime de faire une action en justice. Voilà. Alors, sur la recherche, donc, il y a une forme de préalable qui était la pseudonymisation pour préserver l'identité et assurer une forme de libre expression. Alors, dans le rapport final et puis dans les slides suivantes, les prénoms des avocats ont été transformés par un prénom approchant. On a utilisé une recherche sur les mentions au bac pour voilà, avoir une forme d'équivalence. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais au moins on a gardé un vrai prénom qui souvent correspond à peu près en termes de génération ou de référentiel social si on veut. Les noms des avocats et les noms de famille ont été transformés par des noms de villes, et les noms des villes et des barreaux dans lesquels nous avons fait les entretiens ont été transformés en noms de chaînes de montagnes, puisqu'on ne voulait pas non plus que le barreau puisse être identifié. Si les spécialistes sont sont peu nombreux par barreau, il ne faut pas qu'ils puissent être identifiés. Et pour ce qui est des noms de personnes morales, si elles sont soumises à la concurrence, on a occulté leurs noms, donc les noms des compagnies d'assurance ne se retrouvent pas. En revanche, en l'absence de concurrence, les a maintenus pour les fonds d'indemnisation et puis pour tout un tas d'outils qui existent. Euh, la population que nous avons interrogée, donc pas de salariés d'assurance, pas d'experts d'assurés, qui est une catégorie un peu intermédiaire, mais je vais passer rapidement, pas les victimes elles-mêmes. En revanche, les avocats de victimes ou de débiteurs. Euh, voilà, le litige potentiel a été perçu par la victime. L'avocat, on a fait attention d'avoir des avocats avec une familiarité très variable dans le domaine. On n'a pas uniquement des avocats spécialistes. Au contraire, on a voulu avoir des avocats spécialistes, mais aussi des avocats complètement qui en font un tout petit peu. Voilà. Dans trois barreaux, euh, le barreau le plus important, la ville la plus importante, où siège à la fois un tribunal judiciaire et une cour d'appel, qui est pseudonymisé comme sous le nom d'Himalaya. Un barreau dans une ville un peu moins grande, située dans le même ressort que la cour d'appel précédente. Le pseudonyme sont les Andes, et une autre ville, la plus petite des trois, une autre cour d'appel, voilà. Et un total de 41 avocats et avocates interrogés, avec des entretiens qui étaient menés par deux personnes, sauf rares exceptions, mais par deux personnes, un juriste et plutôt un spécialiste de sciences sociales, euh, menés par deux personnes très majoritairement en présentiel. Et pour identifier les personnes, on est passé essentiellement par les annuaires des barreaux mis en ligne. Alors, en fonction des barreaux, les données présentes sont pas exactement les mêmes, mais on- on est arrivé à les identifier. Ils se sont déroulés en 2023, les entretiens, et en suivant une grille d'analyse. Alors là, j'ai mis les principaux items, les grands chapitres de la grille d'entretien, pas la grille d'analyse, la grille d'entretien, une présentation de la recherche, quelques données générales sur le répondant, des questions autour du conventionnel ou juridictionnel. Alors, au fur et à mesure de la recherche, on a un peu évolué sur le terme utilisé, et on retient dans le rapport final extra-juridictionnel ou juridictionnel. Mais à ce stade, c'était conventionnel. Les relations au client, le parcours de la victime, et notamment quelle est la place des outils dans ce parcours, et puis après les outils utilisés. Euh, donc les entretiens duraient au moins une heure, hein. C'était des entretiens assez longs, plutôt une heure ou une heure et demie. Euh, pour faire notre analyse, on a fait un questionnaire en ligne, mais le questionnaire en ligne n'était pas pour les répondants, pas pour les personnes interrogées, c'était vraiment pour les personnes qui participaient à l'équipe de recherche. On a fait un framaform en fait. D'abord qu'on a complété immédiatement en sortant de l'entretien avec quelques données très simples sur des données un peu le genre, l'âge, enfin des trucs un peu comme ça sur le répondant, mais aussi des données sur l'objet de la recherche, sur le taux de transactions déclarées, sur la part du dommage corporel dans l'activité de l'avocat, voilà, des choses un peu chiffrées en fait, qui nous donnaient quelques idées, quelques repères. Voilà. Et puis, les entretiens ont été transcrits, intégralement transcrits, et au moment de l'analyse des entretiens transcrits, on a complété le questionnaire avec des questions plus approfondies et plus d'analyse, et on a repris le questionnaire pour chacun des répondants, en fait, pour chacun des entretiens. On a repris le questionnaire et on a mis plus des questions d'analyse qui ont vraiment permis de bien structurer notre analyse. On avait déjà lu tous les entretiens et en se disant, bon, il y a tel et tel point qui sont assez réguliers et qu'il faut essayer de rechercher. Et voilà, donc c'est comme ça qu'on a construit notre analyse et je trouve que ça a plutôt bien fonctionné.
Alors, le temps passe quand même assez vite, donc je vais peut-être pas vous présenter toute la grille d'entretien, mais on pourra revenir si vous avez des questions, elle est là. Pour ce qui est des échantillons, voilà, donc bon, on a fait attention à respecter une forme d'équilibre entre les différents barreaux, entre les avocates et les avocats, et puis avec la question des titulaires d'une mention de spécialisation, qui est une mention délivrée par le Conseil national des barreaux, qui identifie vraiment des spécialistes. Donc on en a 6 dans le principal barreau et puis 2 par barreau dans les autres. Voilà. Pour ce qui est des personnes interrogées, on a fait voilà, quelques liens avec la moyenne des âges au niveau national. On a des moyennes à peu près approchantes en termes d'âge des personnes interrogées et des formes d'exercice individuels associés aux collaborateurs qui sont dans des proportions assez similaires à celles de la population générale des avocats. Euh, ouais. Euh, voilà, je vais peut-être pas trop, là j'ai pas mal de choses. Peut-être ici, quelques éléments sur... On a interrogé s'il y avait une préférence pour le affiché, on va dire, pour le transactionnel ou juridictionnel. Alors, on a en fait un partage assez en 3 tiers quasiment, entre ceux qui n'ont pas d'opinion et puis ceux qui préfèrent le transactionnel, ceux qui préfèrent le juridictionnel. Une question sur la possibilité d'adopter des outils par voie réglementaire et est-ce que ça favoriserait le règlement transactionnel? Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a des avocats qui sont complètement opposés au fait d'avoir des outils imposés par voie réglementaire, même purement indicatifs, et qui pourtant considèrent bien que ça facilite le règlement transactionnel. C'est aussi qu'il y a une forme de résistance au règlement transactionnel qui peut exister. Alors, pour ce qui est des principaux résultats, on n'avait pas prévu finalement de mener des recherches quantitatives, mais en fait, on en a quand même mené quelques-unes, brèves mais intéressantes, donc je vais vous les présenter rapidement, puis surtout des recherches qualitatives. Alors, des recherches quantitatives, alors, certes, on n'a que 41 répondants, mais ce qui est assez intéressant, c'est de voir que la part du règlement extra-juridictionnel, elle est beaucoup plus forte chez les spécialistes. Chez les experts, alors j'ai divisé la population en 2 parts à peu près égales d'experts et de non-experts du dommage corporel parmi la population. Les experts, c'est les spécialistes au sens du CNB, mais c'est aussi tous ceux qui ont une part de règlement du dommage corporel supérieure à 75% de leur activité. C'est-à-dire qu'au moins 3 quarts de leur activité, c'est du règlement du dommage corporel, même s'ils n'ont pas la mention de spécialisation. Donc ça fait 2 populations à peu près égales. Et on voit clairement que le taux de règlement transactionnel et extra-juridictionnel est beaucoup plus fort chez les experts que chez les non-experts. Alors, c'est pas forcément uniquement lié à l'expertise, ça peut être aussi lié à des types de dommages corporels qui sont pas exactement les mêmes. Et les non-experts font peut-être plus de victimes pénales qui, naturellement, sont plus juridictionnalisées, si vous voulez. Il peut y avoir un peu cet aspect, mais c'est pas très clair. Mais c'était intéressant. Mais on a eu quelques témoignages assez explicites sur le fait que des peu experts nous disent, moi, je vais en juridiction pour me protéger, en fait. J'ose pas, je sais pas combien ça vaut, donc je demande et puis le juge il tranche. Il y a un peu, c'est un peu une protection de leur propre responsabilité, même si en fait leur responsabilité elle pourrait être mise en œuvre au regard des demandes qu'ils formulent. Mais bon, c'est une autre question. Et puis on a 2 collègues qui nous ont proposé a posteriori une analyse lexicale de nos entretiens, de la transcription des entretiens, et qui ont mené donc une analyse lexicale de nos transcriptions d'entretien. Et puisqu'on a un corpus qui fait plusieurs centaines de pages d'entretien, donc c'est assez intéressant. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que le discours autour de la juridiction, des termes en lien avec le contentieux, sont assez corrélés à la forte spécialisation des cabinets dans le dommage corporel et à la défense des victimes. Alors, vous allez me dire, c'est un peu contre-intuitif. Ils ont un discours très orienté juridiction alors qu'ils font plus de transactions. Oui, mais c'est pas forcément incompatible. C'est aussi parce qu'ils savent très bien comment ça va se passer devant une juridiction et qu'ils sont aussi peut-être meilleurs pour transiger parce qu'ils savent précisément ce qui peut être obtenu devant une juridiction qu'ils transigent plus. Voilà. Le discours sur le recours au règlement transactionnel est corrélé à une importance moyenne dans le dommage corporel. Euh, voilà. Et puis, le discours sur les barèmes et les outils sont bien corrélés à l'absence ou à la faiblesse de spécialisation. C'est-à-dire que les peu spécialistes nous ont beaucoup plus parlé des outils d'aide à la décision et des barèmes que les spécialistes. Signe probablement qu'ils s'y attachent plus pour régler ou essayer de comprendre
les choses. Euh, Voilà, pour ce qui est des recherches, cette fois-ci, de la recherche qualitative qui était le principal objet de notre recherche, hein. Enfin voilà, vraiment c'était le principal recherche, c'était essentiellement une recherche d'ordre qualitative. Euh, on a d'abord, dans, dans la partie du rapport qui concerne cet aspect, un chapitre sur le cadre de l'action, qui est plutôt rédigé par des collègues sociologues ou de sciences politiques, sur vraiment le phénomène, sur le cadre de l'action des avocats en dommages corporels, avec d'abord une question sur la socialisation des avocats en dommages corporels, c'est-à-dire comment est-ce qu'on devient avocat en droit du dommage corporel, puisque c'est un domaine assez récent. Et puis le collègue a essayé de catégoriser en fait les avocats un peu en trois catégories, les techniciens, les sectoriels, et les occasionnels. Et il montre bien, surtout sur la dernière catégorie des occasionnels, euh, qui, pour qui le recours à la transaction est effectivement plus rare, euh, et qui les incite, oui, à s'en remettre au magistrat pour liquider le dossier. Et les deux premières catégories qui étaient ça c'est le plan de chapitre, qui étaient les techniciens et les sectoriels. Alors les sectoriels, c'est ceux qui sont hyper spécialisés, pas dans le dommage corporel, dans un sous-domaine du dommage corporel, qui font que des actions de la circulation, que de la RC médicale. Et puis les techniciens, c'est plus ceux qui apprécient le dommage corporel, on va dire dans sa globalité. Euh, voilà. Ça, c'était pour cette première section sur la socialisation des avocats. Une deuxième section sur la relation client-avocat dans les orientations procédurales. Et là, on voit bien comment d'une part, les avocats, il y a une forme de sélection de leur clientèle. Alors, une sélection à enfin, avant l'entrée dans le cabinet, c'est-à-dire que par où ils vont chercher leurs clients, le réseau d'accès à leurs clients. Mais il y en a aussi qui sont un tri dans le cabinet, des avocats qui ne veulent pas certaines affaires, qui renvoient à d'autres. Donc, il y a une forme de tri et on va dire, de répartition, on va dire, de la clientèle qui s'opère entre différents avocats. Et puis tout le travail de confiance, le travail relationnel entre l'avocat et la victime qu'on a un peu décortiqué et qui est assez intéressant. On aboutit, enfin, la conclusion, c'est clairement que la victime elle est complètement dans la dépendance vis-à-vis de son avocat. Elle suit toujours les conseils de son avocat sur l'issue du litige ou très majoritairement. Et, Et c'est assez intéressant parce que la victime, quand elle va dans un cabinet, elle ne connaît pas l'orientation habituelle du cabinet. Elle ne sait pas si c'est un cabinet qui fait beaucoup de contentieux, qui préfère le contentieux ou pas. Elle y va pour d'autres raisons, mais en fait, elle se retrouve dans un cabinet qui fait plutôt ce type de choses. Donc, il y a finalement une orientation qui est faite par l'avocat et finalement une forme de hiérarchisation et de traitement différencié des dossiers puisque les avocats sont spécialisés et on a clairement identifié, surtout dans les grands barreaux, qu'il y a des avocats, enfin des cabinets qui prennent beaucoup plus les petits dossiers, qui les traitent de manière beaucoup plus sérielle, beaucoup plus transigée, avec probablement un montant indemnitaire beaucoup plus faible par rapport à d'autres qui se concentrent sur d'autres types de contentieux ou d'autres types de dossiers. Euh, pour ce qui est, et là j'en viens plus au cœur de la recherche, des outils d'aide à la décision et de leurs usages. Alors, clairement, il y a deux traits saillants qui ressortent de la recherche. Les outils de la décision, ils sont tous utilisés par tous les avocats. Même les plus réticents, ils les utilisent. Au moins, au stade des demandes, on ne va pas faire une demande qui est inférieure à ce que propose l'outil. C'est une forme d'usage. Même si on demande toujours une fois et demie ce que propose l'outil, ça reste un usage de l'outil. Euh, on a bien vu que quelquefois ça limitait l'aléa juridictionnel et on sait que le magistrat, l'avocat, il sait pour l'avocat de victime, il sait qu'il aura au moins ce que propose l'outil. Alors, quelquefois, il va se plaindre que son juge ne dépasse jamais le montant de l'outil, mais néanmoins, les outils sont bien utilisés et perçus. Et les arguments qui sont utilisés contre une officialisation éventuelle sont assez ambigus. Soit ça tient à la piètre qualité des outils, mais qu'en fait, ces critiques de la qualité des outils peuvent se porter déjà sur les outils actuels, c'est-à-dire que sans qu'ils soient officiels. Et la critique, elle existe déjà sur l'actualité des outils qui sont pas mis à jour, sur leur caractère orienté, c'est-à-dire que c'est des outils qui sont construits que par les débiteurs d'indemnisation ou que par certains types de médecins. Donc on a tout ce discours autour de la critique qui existe déjà dans les outils actuels
qui pourraient évidemment se retrouver dans les outils officialisés, mais voilà, qui existent. Euh, et ce qui est craint du caractère officiel des outils, c'est pas tellement le caractère officiel, c'est le caractère obligatoire qui, évidemment, restreindrait l'espace de négociation. Et même pas obligatoire, seulement officiel, il y a quand même un effet performatif qui est bien perçu par tous les potentiels utilisateurs. Euh, une question centrale est quand même celle de la neutralité des outils, puisque beaucoup sont perçus comme étant orientés et conçus par certains. Euh, voilà, pour ce qui est des outils de la décision, de leurs usages, on voit aussi, on a perçu une moins bonne connaissance des outils par les avocats les moins spécialistes, qui connaissent moins comment ils sont construits, les outils, et donc qui savent moins en sortir également. Et puis après, on a recherché les autres facteurs du règlement extra-juridictionnel. Et ici, bon, ils sont nombreux et ils transparaissent bien dans les entretiens. Euh, D'abord, les interlocuteurs de la victime et son avocat. Les avocats nous ont clairement dit, en fonction des compagnies d'assurance, on sait qu'on va transiger ou pas. Nous ont donné les noms des compagnies d'assurance, hein. Alors, ils ont enlevé du rapport, mais clairement, il y a des compagnies d'assurance qui sont vues comme étant avec celle-ci on peut négocier, avec celle-ci on peut pas. Et puis aussi des experts, des médecins experts, il y a une importance. Critère également très important, c'est pas très surprenant, c'est le fondement du droit à réparation. En fonction du régime juridique, on va plus ou moins transiger. En loi de 85, on va évidemment plus transiger. Il y a des sanctions pour l'assureur qui fait des offres, qui fait pas d'offre ou une offre insuffisante. Donc forcément, ça facilite la transaction. Et puis le droit à indemnisation est facilement identifiable en matière d'accident de la circulation. On se pose peu de questions sur est-ce que la victime elle a droit à réparation ou peu. Les critères sont très clairs. La réponse est quasiment tout le temps oui, il y a un droit à réparation totale, en tout cas pour les piétons. Donc il y a peu de discussions sur le droit à réparation lui-même. Alors qu'en matière de responsabilité médicale, par exemple, il y a énormément on discute l'existence d'une faute médicale et donc il y a beaucoup plus de discussions qui existent. On a recherché aussi les compétences juridictionnelles et notamment, alors c'est pas vraiment sur un facteur du règlement extra-juridictionnel, mais un peu quand même, c'est est-ce que la stratégie transactionnelle, elle est différente en fonction de la juridiction potentiellement compétente? La réponse est oui, on sait quels sont les usages de la juridiction compétente, mais aussi est-ce qu'il y a une forme de forum shopping qui peut exister? Alors le forum shopping, il n'existe pas tout le temps, mais il existe sur la compétence géographique, enfin, sur la compétence territoriale de la juridiction. Quelquefois, il y a une option pour le demandeur, par exemple, entre le lieu de l'accident et le domicile de l'assureur. Enfin voilà, il peut y avoir des enjeux comme ça qui existent, une option procédurale. Et il y a quelquefois, pour des avocats très spécialisés, on voit bien, ils savent que telle juridiction utilise tels outils, donc c'est plus avantageux d'aller devant telle juridiction que devant telle autre. Voilà, donc il y a une forme d'usage stratégique. Le profil des victimes, la nature des dommages influent clairement sur l'orientation. Mais ici, c'est plus... on n'a pas tellement cherché, puis c'était pas évident sur le genre ou l'âge des victimes, c'est pas là qu'on trouve beaucoup de choses. Enfin, en tout cas, pas dans les entretiens. Euh, c'est plutôt sur la question de la fortune, en fait, de besoin d'argent ou pas rapidement, qui ressort beaucoup, le profil socio-économique, voilà. Quelquefois, le rapport à la justice des victimes qui ont eu un peu des variances juridictionnelles dans d'autres affaires qui n'ont rien à voir et qui n'ont pas trop envie d'aller devant une juridiction. Et puis, ça recoupe le profil des victimes, les contraintes propres aux demandeurs. Il y a clairement une question de célérité qui se pose en fait. Vraiment, c'est assez logique, il y a une question de est-ce qu'on veut quelque chose de rapide ou est-ce qu'on peut attendre pour avoir plus. Voilà, ça c'est vraiment ce qui se pose. Ou bien, et ça c'est un peu moins, enfin, ça se voit aussi, c'est le besoin d'une justice incarnée quelquefois qu'on a bien perçu. Une justice incarnée, il faut un juge. Voilà, et la transaction suffit pas. Sur les conclusions qu'on tire de notre recherche, alors. D'une part, en fait, il faut pas se leurrer. Les outils de la décision, ils sont pas faits pour les victimes. Ils aident pas les victimes, ils aident les avocats éventuellement, mais c'est trop complexe. C'est la victime, c'est l'avocat qui est destinataire des outils de la décision. La nomenclature elle est sur Internet et tout, et
c'est trop complexe. Même si c'était officiel, ça s'adresserait pas au demandeur, au justiciable lui-même, ça s'adresse à l'avocat. Et c'est bien sur l'avocat que repose la stratégie juridictionnelle de toute façon. On l'a vu aussi, c'est l'avocat qui détermine la stratégie. Euh, voilà, donc c'est une première limite. Sur le rôle des outils, alors, il se fait, c'est rarement explicite le rôle des outils sur le rôle positif sur la transaction, il se fait de manière un peu par effet de contraste. Est-ce que la question qui se pose dans le litige est réglée par l'outil ou est-ce qu'elle est réglée par les outils ou est-ce qu'elles ne le sont pas? Quand toutes les questions qui se posent dans le litige sont saisies par les outils d'aide à la décision, le taux de règlement il est quand même plus élevé. C'est-à-dire que quand on ne se pose pas de questions sur le droit à réparation, que le droit à réparation il est acquis, puisque tous les outils qu'on a vus, c'est des outils qui vont euh, euh, calculer la réparation in fine. Si le droit à réparation il est peu contesté, on le voit bien. Il y a beaucoup plus de transactions que là où le droit à réparation il est contesté. Donc la présence des outils a probablement une forme de rôle positif. On le voit aussi sur les préjudices. Hein. On a rentré un peu plus finement parce que je vous dis qu'il y a une nomenclature et des référentiels, mais les référentiels ne portent pas sur tous les préjudices. Il y a des préjudices des postes de préjudice qui sont pour lesquels les référentiels ne donnent pas d'indication de calcul. Et on le voit que c'est des postes de préjudice sur lesquels il y a moins de transactions et il y a plus de discussions parce que les outils ne les concernent pas. On voit aussi le fait que est-ce qu'il y a un outil unique ou plusieurs outils? Clairement, quand il y a un outil unique avec la nomenclature, on discute plus vraiment du point. On va pas se mettre à inventer tous les matins des nouveaux postes de préjudice, alors que les autres outils sont beaucoup plus concurrentiels. Voilà. Et puis, il y a de toute façon un effet équivoque des outils qui, quelquefois, en réduisant l'aléa judiciaire, incite à aller devant une juridiction ou, au contraire, incite à transiger parce qu'il rapproche les points de vue. Et là, l'ambiguïté, elle se retrouve, enfin, on peut pas la lever, en fait, on peut pas la lever. Voilà. Dans ce qu'on retient, ah oui, pardon, dans ce qu'on retient principalement, c'est finalement les outils sur le règlement extrajudicionnel ont un effet qui est tout de même contingent par rapport aux autres déterminants. Il semble positif, mais il est contingent par rapport aux autres déterminants, notamment parce qu'il ne s'adresse pas aux victimes en réalité. Euh, on relève quand même une vraie difficulté d'accès aux données. En tout cas, les vraies données et les plus pertinentes, elles sont côté assureur, et ça, on n'y a pas du tout accès. L'orientation des litiges, elle est dans la main des avocats des demandeurs. Ça, c'est très clairement perçu. C'est vraiment l'orientation, elle est dans la main des avocats. Et puis, la complexité des règles fait qu'un outil grand public tel qu'il a été proposé par la réforme, il faut pas se leurrer. Ça s'adressera pas aux justiciables potentiels, ça s'adressera aux avocats, pas aux justiciables. Voilà, je vous remercie pour votre écoute.